un congrès extraordinaire à Havrancourt ce week-end. Les militants du Parti du Renouveau démocratique PRD, présidé par Maître Adrien Humbedji, ont approuvé non pas à n'importe quel prix le projet de fusion de leur formation politique au bloc en création et qui pourrait s'appeler Républicains ou les Républicains. À l'issue de ces assises, plusieurs résolutions ont été prises. Le contexte politique de notre pays est, comme vous le savez, marqué par l'adoption de la charte des partis et du code électoral il y a quelques mois. En ce qui nous concerne, le PRD a rassemblé autour de lui de nombreuses personnalités des 4 coins du pays. Ce mouvement s'est poursuivi jusqu'à notre jonction avec le groupe Dynamique Unitaire. Et je le dis avec fierté, le logo du PRD apparaîtra nettement dans l'identité graphique du parti ANET. Nous ne renonçons pas à notre visibilité, nous l'inscrivons au contraire dans une visibilité plus large, plus forte, que nous construisons activement avec nos partenaires. Tout ceci s'inscrit dans le respect de l'article 86 de nos statuts qui précise que, je cite, les décisions d'alliance, de regroupement et de fusion ne peuvent pas entraîner la dissolution du PRD, lequel conserve ses attributs, son patrimoine et son autonomie organisationnelle et fonctionnelle, excepté ceux concédés. Et le PRD, disons-nous dans notre statut, peut constituer un courant à l'intérieur d'une nouvelle fusion. Ainsi, nous faisons plus que nous conformer aux exigences des nouvelles lois. Nous réaffirmons ainsi la modernité de notre parti. Nous nous engageons en avant-garde, comme toujours, dans une nouvelle expérience que nous conduirons au succès. En attendant la finalisation du processus de fusion, Maître Adrien Humbedji a exhorté les structures existantes, les cadres et les militants du parti à mettre leur force de mobilisation et leur expérience du terrain au service du nouveau parti qui sera créé afin qu'il devienne un des plus grands partis politiques du Bénin. Outre le site du gouvernement gabonais, ceux du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, du ministère de la Fonction publique et au moins d'une trentaine d'autres institutions gabonaises étaient inaccessibles dimanche. À l'origine de cette situation, une attaque informatique revendiquée par des hackers de la mouvance Anonymous qui ont indiqué s'en prendre aux dictateurs. En tout, plus de 70 sites gouvernementaux sont concernés. Tous leurs serveurs et leurs systèmes mail étaient hors ligne. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences a indiqué que le réseau de l'administration gabonaise était victime de cyberattaques de type déni de service. 60 sites web sur les 102 de l'administration gabonaise ont été rendus indisponibles pendant quelques heures. Le groupe de hackers Anonymous, opérant à travers le monde, s'est spécialisé dans les attaques informatiques contre les sites gouvernementaux pour faire passer des messages politiques. Mais il ne s'en était jamais pris jusqu'ici au Gabon et plus globalement à un pays de l'Afrique centrale. Selon les résultats officiels rendus publics par le Centre gabonais des élections, le Parti démocratique, parti au pouvoir, a raflé 98 sièges sur 143, auxquels s'ajoutent quelques sièges gagnés par des partis affiliés à la majorité. L'opposition, qui n'a eu de cesse de dénoncer des fraudes et des achats de votes, n'a pu recueillir que 17 sièges. Au sein de l'opposition, le Parti des démocrates de Kinzou Bandama devient la première formation avec 11 députés. Le Parti Rassemblement Héritage et Modernité n'obtient que 4 députés et l'Union nationale 2. Mais les principaux dirigeants de l'opposition ont échoué à se faire élire ou réélire. Jean Ping, candidat de l'opposition à la présidentielle de 2016, a pour sa part boycotté le scrutin. Dans le camp de la majorité, presque tous les poids lourds ont été largement élus ou réélus, dont le Premier ministre Emmanuel Izosé Ngondé et l'ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Pacome Moumbélé Boubeya.
Il en est de même pour la plupart des ministres et proches du président Ali Bongo. Sa fille aînée Malika Bongo Ondimba a ainsi été élue à Bongoville, fief du clan présidentiel et village natal de son grand-père, l'ancien président Omar Bongo. Des véhicules dont des camions à eau et des pick-up de la police anti-émeute étaient stationnés près du domicile de l'ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition d'Alain Diallo. Les entrées de sa maison étaient fermées et des policiers munis de matraques, de boucliers et de lance-grenades ont empêché quiconque d'y accéder. Selon un responsable de la police qui a requis l'anonymat, l'objectif était d'empêcher Cellou Dalein Diallo de quitter son domicile et d'aller à une marche qui n'était pas autorisée. L'opposition entendait organiser cette marche, suivie en principe d'un meeting, pour protester contre la violation, selon elle, par le pouvoir, d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Le chef de file de l'opposition, bloqué devant sa maison, a dénoncé une confiscation des libertés et une violation de la Constitution par le chef de l'État guinéen Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo, chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, avait, le 23 octobre dernier, déjà dénoncé une tentative d'assassinat l'ayant visé à Conakry, mettant en cause le régime du président Alpha Condé. Il faut dire qu'au moins 5 manifestants ont été blessés dans des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont éclaté près du domicile du leader de l'opposition. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, de l'ancien président Henri Konan Bédié, s'est prononcé sur une commission électorale indépendante autonome, véritablement indépendante et totalement dissociée de l'emprise des partis politiques, avec une forte représentation de la société civile. Selon la formation politique qui appelle à une réforme en profondeur de l'institution électorale, le président de la commission électorale ne doit pas faire de politique et personne ne doit avoir d'autorité sur lui. Le PDCI estime que les dernières élections locales, entachées par de nombreuses accusations de fraude, ont démontré que la réforme s'avère plus qu'importante pour aller vers une élection présidentielle libre et crédible en 2020. La coalition au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a largement remporté ses récentes municipales et régionales couplées, disposant de 92 municipalités contre 56 aux indépendants et 50 au PDCI, ancien allié du RHDP passé dans l'opposition. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a également appelé à un nouveau découpage électoral avant l'élection présidentielle de 2020. Le sondage a été conjointement réalisé le 19 septembre par l'Organisation congolaise Bureau d'études, de recherche et de consulting international et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, après la publication de la liste définitive des 21 candidats retenus pour la présidentielle. À la question de savoir si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous ? 36% des sondés ont choisi Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, parti historique d'opposition, suivi de l'ancien président de l'Assemblée nationale, passé à l'opposition, Vital Kamerhe, avec 17%. Le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani, ne vient qu'en 3e position, avec 16% des intentions de vote. L'opposition veut présenter un candidat unique mais n'a pas encore réussi à se mettre d'accord sur un nom à cause des divergences qui sont apparues sur la participation ou le boycott de ces élections. 2 poids lourds de l'opposition sont exclus de cette présidentielle, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui vit en exil, et l'ancien vice-président du pays, Jean-Pierre Bemba. Il faut dire que 66% de sondés ne sont pas favorables à un report des élections, et 70% d'entre eux s'opposent à l'utilisation de la machine à voter. La cérémonie s'est déroulée au mausolée John Garang en présence de plusieurs milliers de spectateurs. Les présidents soudanais Omar El-Béchir, somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed et ougandais Yoweri Museveni étaient présents à Juba, de même que la nouvelle présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde.
Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar, qui n'avait plus mis les pieds à Juba depuis plus de 2 ans, après sa fuite précipitée de la capitale en juillet 2016, après des combats très meurtriers entre ses hommes et les forces gouvernementales, a également participé à cette cérémonie qui célébrait la signature d'un nouvel accord de paix au Soudan du Sud. Au terme de cet accord, il doit retrouver son ancien poste de vice-président du pays aux côtés de son ennemi intime, le président Salva Kiir. Les deux rivaux avaient déjà signé sous pression internationale un accord de paix le 12 septembre à Addis Abeba, censé mettre fin à presque 5 années d'une guerre civile dévastatrice pour le pays. C'était donc à la faveur de cette signature d'accord de paix qu'il avait été convenu d'organiser à Juba la dite cérémonie pour la paix en présence des chefs d'État de la région. On ignore toutefois si Riek Machar allait rester à Juba au-delà de la cérémonie, ses proches faisant part de ses craintes concernant sa sécurité. Les faits remontent au 4 août 2012 à Zogota, au sud-est de la Guinée. Les forces de sécurité et de défense avaient tiré sur des villageois qui protestaient depuis plusieurs jours contre la politique de recrutement de la société minière Val BSGR. 6 habitants avaient été tués, plusieurs autres étaient blessés. Le 11 septembre dernier, l'ONG Les Mêmes Droits pour Tous, MDT, a déposé une plainte devant le procureur de Nzéré-Koré au nom des victimes contre la société minière pour sa responsabilité présumée dans les assassinats, arrestations et détentions arbitraires, tortures, destruction de biens privés entre autres, contre les habitants de Zogota. Selon l'ONG, la compagnie minière avait étroitement collaboré avec les forces de l'ordre en aidant à planifier l'action, en ravitaillant en combustible des véhicules et en mettant d'autres à disposition. Du côté de la police et de l'armée, il est dit que c'était une mission d'arrestation légale et non une attaque répressive. Et la compagnie affirme n'avoir rien à voir dans cette attaque. Mais ces dires ne correspondent pas aux preuves collectées sur le terrain, d'après le directeur de Advocates for Community Alternative. Les victimes viennent de saisir la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Abuja. Elles accusent les autorités de Conakry de violation du droit de la vie, à ne pas être torturées et à ne pas être arrêtées arbitrairement et d'avoir failli à leur obligation d'enquêter, de poursuivre et de punir les auteurs, ainsi que de n'avoir pas apporté des réparations aux victimes de crimes commis par des agents de l'État ou d'autres, tels que la compagnie minière Val BSGR. Riek Machar n'était plus revenu à Juba au Soudan du Sud depuis sa fuite précipitée de la capitale en juillet 2016 après des combats meurtriers entre ses hommes et les forces gouvernementales. À son arrivée à Juba, l'homme qui doit retrouver son ancien poste de vice-président a martelé qu'il était pour la paix. Le président Salva Kiir, reprenant lui aussi les promesses maintes fois tenues mais jamais suivies des faits, a également fait l'éloge de la paix. Vous avez enduré d'immenses souffrances et le poids de la responsabilité pèse lourdement sur mes épaules. Et en tant que votre président, je regrette profondément les blessures physiques, psychologiques et émotionnelles que vous avez subies sans raison. En tant que votre président, je tiens à m'excuser au nom de toutes les parties au conflit. Ce que nous attendons du président, ce sont quelques petites choses. L'une est que pendant la guerre, de nombreuses personnes ont été arrêtées et emprisonnées. Certains n'ont pas été traduits en justice et d'autres l'ont été. Nous aimerions que ces gens soient libérés pour fêter avec nous. Les gens n'ont pas fui à cause de la guerre. Ils ont fui à cause de la faim. Nous sommes un pays riche et nous avons besoin de notre peuple pour revenir. Ceux qui se trouvent en Éthiopie et ceux qui se trouvent au Kenya doivent rentrer chez eux, tous ensemble en paix, afin que nous puissions bâtir notre pays. Le président a déclaré que la présence de Machar à Juba est la preuve que la guerre prend fin et qu'une nouvelle ère de paix et de prospérité s'ouvre. En gage de bonne volonté, il a annoncé la libération de l'ancien porte-parole de la rébellion, James Gatet Dak, et de William John Handley, un ancien colonel sud-africain à la retraite et ex-conseiller de Riek Machar.
Ce dernier doit être expulsé dans la foulée en Afrique du Sud. Les deux hommes avaient été condamnés à mort en février par un tribunal de Juba.